Ma femme et son fils m'ont laissé sur une route déserte à 500 miles, environ 800 km, de chez moi pour me faire une blague. Ils ont ri et ont parié pour savoir si j'arriverais à rentrer. Je ne l'ai jamais fait. 10 ans plus tard, ils m'ont retrouvé. Ce matin, il y avait 43 appels en absence. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Que peut vouloir quelqu'un qui a détruit votre vie, après 10 ans de silence? Que pourrait-il y avoir de si urgent? Qu'est-ce qui peut justifier 43 appels en une seule matinée? Je vais tout vous raconter depuis le début. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé ce matin, vous devez savoir ce qui s'est passé cette nuit-là sur cette route. Et pour comprendre cette nuit-là, vous devez savoir qui j'étais avant que Marisla n'entre dans ma vie et ne réduise tout en cendres. Je m'appelle Esteban. J'ai 46 ans. Et pendant presque 8 ans, j'ai cru que l'amour était exactement ce qu'elle me montrait, quelque chose qui blesse, quelque chose qui humilie, quelque chose qui vous arrache des morceaux jusqu'à ce qu'un jour, vous vous regardiez dans un miroir et que vous ne reconnaissiez plus l'homme qui s'y trouve. Mais j'irai étape par étape, car cette histoire ne commence pas ce matin. Cette histoire commence bien plus tôt. Elle commence au moment où j'ai vu Marisla pour la première fois et où j'ai pensé, avec toute la naïveté du monde, que j'avais enfin obtenu quelque chose de bien. Comme j'avais tort. J'avais 37 ans quand je l'ai rencontré. Je travaillais dans la construction. J'économisais depuis des années. Je vivais seul dans un petit appartement. Mais il était à moi, payé par mes efforts, par mes mains, par mes matins très tôt. Je n'étais pas un homme riche, mais j'étais un homme stable et tranquille. Le genre qui ne cause pas de problème, qui n'élève pas la voix, qui croyait que si l'on est bon, la vie finit tôt ou tard par vous rendre quelque chose de bon. Marisla est apparue lors d'une réunion de travail. C'était une amie de la femme de mon patron. Elle est arrivée dans cette robe rouge dont je me souviens encore, avec ce sourire qui semblait spécialement conçu pour désactiver le bon sens des hommes comme moi. Elle m'a parlé en premier. Elle m'a demandé mon nom, d'où je venais, ce que je faisais, et moi, qui étais seul depuis des années, qui avait passé des années sans que personne ne me regarde comme ça. Je suis tombé. Je suis tombé complètement, sans filet, sans avertissement. Ce que je ne savais pas cette nuit-là, ce que personne ne m'avait dit, et que peut-être personne ne savait, c'est que Marisla n'arrivait jamais nulle part seule. Marisla portait toujours son histoire sur ses épaules. Et son histoire avait un nom, Hector. Son fils, 16 ans à l'époque, un garçon qui m'a regardé la première fois qu'on nous a présenté comme si j'étais un intrus dans sa maison, comme si ma simple présence était une insulte personnelle. J'aurais dû y voir un signe, mais j'étais amoureux, ou du moins c'est ce que je croyais être de l'amour. Et quand on est dans cet état, les signes semblent petits, gérables, des choses qui pourraient être résolues avec de la patience et du temps. J'avais tort à ce sujet, aussi. Les premiers mois ont été bons, ou semblaient l'être. Marisla était affectueuse, attentionnée. Elle m'appelait pendant la journée. Elle cuisinait pour moi le week-end. Elle disait qu'elle n'avait jamais rencontré un homme comme moi. Et je la croyais. Je croyais tout parce que c'était ce que je voulais entendre. Parce qu'à 37 ans, après tant de temps passé seul, on a besoin de croire que quelque chose est réel. Même si, au fond, quelque chose vous dit qu'il y a trop de brillance dans tout ça. La brillance cache toujours quelque chose. Au bout de 8 mois, elle m'a demandé d'emménager avec elle, avec eux, avec Hector, et c'est là que tout a commencé. Pas d'un coup, pas avec un grand moment dramatique que l'on peut pointer du doigt et dire, c'est là que tout a mal tourné. Non, c'était lent. C'était silencieux. C'était une accumulation de petites choses qui, prises isolément, semblaient insignifiantes, mais qui, ensemble, au fil du temps, formaient quelque chose de très différent. Hector ne m'a jamais accepté. C'était clair dès le premier jour où j'ai dormi dans cette maison. Il m'ignorait au petit déjeuner. Il répondait par de modestes syllabes quand j'essayais de lui parler. Il laissait ses affaires éparpillées partout, comme s'il marquait son territoire. Et quand je lui disais quelque chose avec respect et calme, Marisla surgissait d'un coin de la maison et le défendait. Toujours, sans exception, sans écouter ma version. Une fois, j'ai demandé à Hector de baisser le volume de la télévision parce qu'il était 23 heures et que je devais travailler à 5 heures du matin. Il m'a dévisagé et a monté le son. Quand je l'ai dit à Marisla, elle m'a répondu que j'étais trop sensible. J'ai entendu ce mot, sensible,
Tellement de fois au cours de ces années qu'il est arrivé un moment où je ne savais plus si elle avait raison ou si je perdais la tête. Mais ce n'était que le début. Ce qui a suivi a été pire, bien pire. Et quand j'ai voulu m'en rendre compte, j'étais déjà trop enlisé pour m'en sortir facilement. Restez, car ce que je vais vous raconter ensuite est ce que personne de mon entourage ne sait. Ce que j'ai gardé pour moi pendant 10 ans. Ce que, ce matin, avec 43 appels en absence sur l'écran, j'ai finalement décidé de relâcher. Il y a une chose que personne ne vous dit sur le fait de survivre avec quelqu'un qui ne veut pas de vous chez lui. Ce n'est pas le silence. Ce ne sont pas les affronts. Ce n'est même pas la froideur. Le pire, c'est la normalité. La façon dont tout le monde agit comme si de rien n'était. Comme si vous étiez le problème pour avoir remarqué ce qui se passe. C'est ce que j'ai vécu pendant près de 8 ans. Et il m'a fallu trop de temps pour le comprendre. J'ai emménagé dans cette maison un mardi de février. Je me souviens du jour parce qu'il faisait froid et parce qu'Hector n'est pas sorti de sa chambre de toute la journée. Pas quand je suis arrivé en portant des cartons. Pas quand Marisla m'a montré le petit espace dans le placard qu'elle m'avait attribué. Un espace qui représentait littéralement moins d'un tiers du total, car le reste était occupé par ses affaires à elle et les siennes à lui. Je n'ai rien dit. J'ai rangé mes vêtements du mieux que j'ai pu. Je pensais que c'était temporaire, que les choses changeraient avec le temps. Le temps a passé. Les choses n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est moi, et en pire. Le premier mois, j'ai encore essayé. Je rentrais du travail avec quelque chose pour le dîner. Je demandais comment s'était passée la journée. J'essayais d'inclure Hector dans les conversations, dans les projets, dans tout ce qui pouvait tisser un fil, même fin, entre nous. Hector avait 17 ans à ce moment-là. Ce n'était plus un enfant. C'était un jeune homme parfaitement capable de décider comment traiter les gens. Et il avait décidé de me traiter comme si j'étais invisible ou pire, comme si j'étais une nuisance qu'il tolérait par obligation. Un soir, j'ai préparé un steak grillé, quelque chose que je faisais bien, avec du temps, avec soin. J'ai mis la table, servi 3 assiettes. Marisla est arrivée, s'est assise, a commencé à manger. Hector est arrivé, a regardé l'assiette, a détourné le regard, a pris son téléphone et est allé dans sa chambre sans dire un seul mot. Je lui ai dit, à Marisla, que je trouvais ça irrespectueux. Elle m'a dit de ne pas lui mettre la pression, qu'il était comme ça, qu'il avait besoin de temps. Je lui ai demandé de combien de temps. Elle m'a dit de ne pas être impatient. Cette nuit-là, je me suis couché en pensant qu'elle avait peut-être raison, que j'étais peut-être impatient, que les familles recomposées avaient peut-être besoin de plus de temps que je ne le pensais. Je me suis convaincu de supporter ça, d'attendre, d'être l'adulte dans la situation. Une erreur, l'erreur la plus coûteuse de ma vie, car Marisla a remarqué que je supportais les choses. Et quand quelqu'un remarque que vous supportez les choses, il y a 2 chemins, soit il vous respecte davantage, soit il pousse encore plus loin pour voir jusqu'où vous irez. Marisla a choisi le 2e chemin et Hector a appris d'elle. Au bout de 3 mois de vie commune, les commentaires ont commencé, mineurs au début, presque imperceptibles. Marisla disait des choses comme le fait que son ex, le père d'Hector, gagnait plus d'argent, que son ex avait une meilleure voiture, que son ex ne rentrait jamais fatigué à la maison. Elle les disait en passant, sans me regarder, comme s'il s'agissait d'observations neutres sur la météo. Et je restais silencieux, parce que je ne voulais pas me disputer, parce que je pensais que se disputer revenait à perdre. J'ai appris trop tard que le silence est aussi une façon de perdre. Hector, quant à lui, perfectionnait sa propre méthode. Il n'était pas agressif de front. Il était plus subtil que ça. Il laissait mes affaires à des endroits où je ne les avais pas mises. Une fois, mes outils de travail se sont retrouvés jetés dans le jardin, sous la pluie. Je lui ai demandé s'il les avait déplacés. Il m'a répondu qu'il ne savait pas de quoi je parlais. Marisla, qui était présente, n'a rien dit. J'ai perdu pour près de $300 d'outils cette fois-là. Marisla m'a dit de faire plus attention à mes affaires. J'ai commencé à comprendre que dans cette maison, il y avait des règles que personne ne m'avait expliquées. Des règles qui fonctionnaient en silence et que je finissais toujours par enfreindre sans savoir comment. Des règles qui profitaient à tout le monde sauf à moi. Et la chose la plus corrosive, ce qui m'a fait le plus de mal au fil du temps, c'est que j'ai commencé à douter de moi-même, à me demander si j'étais vraiment trop sensible, si j'étais vraiment trop impatient, si le problème, c'était vraiment moi.
c'est ce que fait la maltraitance quand elle est lente et constante. Elle ne vient pas avec un coup que l'on peut identifier et rejeter. Elle vient goutte à goutte, jour après jour, jusqu'à ce qu'un jour vous vous réveillez et que vous ne sachiez plus qui vous étiez avant que tout cela ne commence. Au bout d'1 an de vie commune, Marisla et moi nous sommes mariés. Je sais ce que vous pensez. Je sais que cela semble absurde. Comment pouvais-je me marier après tout ce que j'avais déjà traversé? Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Entre les disputes, les affronts et les commentaires, il y avait aussi de bons moments. Marisla pouvait être incroyablement affectueuse quand elle le voulait, elle pouvait vous faire sentir que vous étiez la chose la plus importante au monde. Et ces bons moments étaient comme de l'air frais après des jours sans respirer. On s'y accroche. On les utilise pour justifier tout le reste. Le mariage a été simple. Peu d'invités. Ma sœur Carmen est venue de Monterrey, m'a serré le bras avant la cérémonie et m'a murmuré à l'oreille qu'elle espérait que je serais heureux. Elle l'a dit avec un sourire, mais ses yeux disaient autre chose. Carmen a toujours su mieux lire les situations que moi. Mais ce jour-là, je ne voulais pas entendre ce que ses yeux disaient. Hector était au mariage, sérieux, les bras croisés, regardant ailleurs sur presque toutes les photos. Marisla disait que c'était normal, que les adolescents étaient comme ça. Il avait 18 ans à ce moment-là. Ce n'était plus un adolescent, mais je suis resté silencieux. La première année de mariage a été la meilleure de toutes, ou la moins pire. Nous avions notre routine, nos moments. Je participais à la plupart des dépenses du foyer, car Marisla travaillait à temps partiel et Hector ne travaillait pas. Ça ne me dérangeait pas. Je pensais que c'était comme ça. Que c'était ma responsabilité, que les familles fonctionnaient ainsi. Je payais le loyer, la nourriture, les factures, l'essence pour la voiture, qu'Hector utilisait aussi quand ça lui chantait sans me demander la permission. Une fois, je suis rentré du travail et la voiture n'était pas là. J'ai appelé Marisla. Elle m'a dit qu'Hector en avait eu besoin pour emmener des amis quelque part. Sans me demander, sans me le dire. J'ai dû demander à un collègue de me ramener chez moi. Quand je suis arrivé, Hector regardait la télévision sur le canapé. Je lui ai demandé calmement pourquoi il ne m'avait pas prévenu qu'il allait utiliser la voiture. Il m'a répondu, sans même me regarder, qu'il n'avait de compte à rendre à personne. Marisla, depuis la cuisine, n'a rien dit. Je suis allé dans la chambre, j'ai fermé la porte, je me suis assis sur le bord du lit, au même endroit où, ce matin, j'ai vu les 43 appels en absence, et j'ai ressenti quelque chose que j'ai mis du temps à identifier. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus froid que la colère. C'était le sentiment que je vivais dans une maison qui ne serait jamais la mienne, avec des gens qui ne me verraient jamais comme faisant partie de leur famille, et que tout l'argent, tous les efforts et toute la patience du monde n'allaient pas y changer grand-chose. Mais je ne suis pas parti pour autant. J'ai continué à endurer, parce que le lendemain, Marisla m'a serré dans ses bras par derrière pendant que je prenais mon petit déjeuner. Elle m'a embrassé dans le cou, m'a dit qu'elle m'aimait, et moi, comme toujours, je l'ai cru à nouveau. Ça a duré encore 6 ans. 6 années supplémentaires de commentaires, d'affronts, de petites humiliations qui s'accumulaient comme une dette. 6 ans pendant lesquels Hector m'a traité comme si j'étais l'employé de sa mère. 6 ans pendant lesquels Marisla le défendait toujours. Pendant lesquels Marisla me comparait toujours à son ex. Pendant lesquels Marisla me faisait sentir que ma présence était un privilège pour eux, et non l'inverse. 6 ans, jusqu'à cette nuit-là. Cette nuit sur la route que je revois encore quand je ferme les yeux. Que je ressens encore dans mes pieds, dans mes jambes, dans ma gorge sèche, dans le froid qui s'infiltrait à travers mes vêtements comme s'il voulait atteindre mes os. Mais avant de vous raconter ça, vous devez savoir encore une chose. Vous devez connaître le moment exact où j'ai réalisé que Marisla ne m'avait jamais aimé. Le moment où tout ce que je croyais à propos de ce mariage s'est effondré comme un mur qui se fissurait en silence depuis des années. C'était un mercredi ordinaire. Pas de drame, pas de grosses disputes. C'était une conversation que j'ai surprise. Et ce que j'ai entendu ce soir-là a donné du sens à tout ce qui a suivi. Un sens terrible, un sens qui fait plus mal que n'importe quel coup. Restez, car ça ne fait que commencer. C'était un mercredi d'octobre. Je suis rentré du travail plus tôt que d'habitude parce qu'on nous avait laissé partir à midi à cause d'un problème d'approvisionnement en matériel. D'habitude, je la prévenais quand je rentrais plus tôt. Ce jour-là, je ne l'ai pas fait. Pas parce que je voulais surprendre qui que ce soit,
simplement parce que je suis monté dans la voiture, j'ai démarré le moteur, et je suis rentré directement chez moi sans penser à rien d'autre qu'à prendre une douche et à me reposer. Je me suis garé dehors, je suis entré par la porte de derrière parce que mes mains étaient sales à cause du travail, et je ne voulais pas salir le sol de l'entrée que Marisla venait de nettoyer à la serpillière le matin même. Je suis entré doucement, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai marché vers le couloir, et je les ai entendus. Ils étaient dans le salon, Marisla et Hector, parlant sur ce ton que les gens utilisent quand ils pensent qu'il n'y a personne d'autre à la maison. Sans filtre, sans précaution, sans aucune des couches que nous mettons normalement lorsque nous savons que quelqu'un pourrait nous entendre. Je me suis arrêté dans le couloir. Je ne respirais plus. Hector disait qu'il en avait marre, combien de temps allait-il encore devoir me supporter ? Que j'étais un poids mort. Que depuis que j'étais entré dans leur vie, tout était plus compliqué. Il a utilisé des mots que je ne répéterai pas ici. Des mots qui font encore plus mal quand ils sont prononcés par quelqu'un qui mange avec votre argent, qui dort sous le toit que vous payez, qui utilise la voiture que vous avez achetée avec des années de travail. Et Marisla, ma femme, la femme que j'avais épousée, la femme qui, le matin même, m'avait dit qu'elle m'aimait avant que je ne passe la porte. Elle lui a répondu quelque chose qui s'est gravé au centre de ma poitrine comme une brûlure. Elle lui a dit d'être patient, que j'étais utile, que tant que je continuerais à payer les factures, cela valait la peine de m'avoir là, qu'il verrait plus tard, qu'il verrait plus tard. Je suis resté paralysé dans ce couloir pendant ce qui m'a semblé être une éternité, le son de leur voix flottant encore dans l'air, cette phrase tournant en boucle dans ma tête. Utile. Elle m'avait appelé utile. Comme on appelle un outil utile. Comme on appelle quelque chose qu'on utilise tant qu'il sert et qu'on jette quand il ne sert plus. 8 ans. 8 ans de ma vie. Je ne suis pas entré dans le salon. Je n'ai rien dit. J'ai reculé lentement, j'ai remis mes chaussures, je suis sorti par où j'étais entré, je suis monté dans la voiture, et je suis resté là, dans le parking de ma propre maison, à fixer le volant sans rien voir. Je n'ai pas pleuré. Je voulais que vous le sachiez. Je n'ai pas pleuré parce que je pense qu'il y a des moments où la douleur est trop grande pour des larmes. Des moments où le corps se fige tout simplement parce qu'il ne sait pas comment traiter ce qu'il vient de recevoir. Je suis resté assis là pendant près d'1 heure. Puis je suis entré, j'ai pris une douche, je me suis assis pour dîner avec eux comme si de rien n'était, comme si je n'avais rien entendu, comme si j'étais toujours le même homme qui avait franchi cette porte sans savoir ce qu'il allait trouver. Marisla m'a demandé comment s'était passé le travail. Je lui ai dit bien. Hector ne m'a même pas regardé, et j'ai mangé en silence, avec cette brûlure dans la poitrine, en pensant que je devais faire quelque chose, que je devais prendre une décision, que je ne pouvais pas continuer comme ça, qu'il y avait une limite. Et je l'avais trouvé ce mercredi d'octobre, dans un couloir qui sentait l'eau de Javel et la trahison. Mais je n'ai rien fait. C'est la chose la plus difficile à admettre pour moi. Que je savais ce jour-là, et que je n'ai rien fait. Que je suis resté là. Que j'ai continué à payer les factures, à conduire cette voiture qu'ils utilisaient sans me demander ma permission. À dormir dans ce lit où Marisla me disait qu'elle m'aimait avec la même bouche qu'elle avait utilisée pour dire à son fils que j'étais utile. Pourquoi suis-je resté ? Je me le suis demandé 1000 fois. La réponse la plus honnête que j'ai est la suivante, parce que j'avais peur. Pas peur d'elle. Peur de moi-même. Peur de me retrouver seul à nouveau. Peur d'avoir gâché 8 ans pour quelque chose qui n'était pas réel et de devoir affronter cela de front, sans excuse, sans issue. Il est plus facile de rester dans une mauvaise situation qu'on connaît déjà que de sauter dans l'inconnu qui pourrait être pire. Du moins, c'est ce que je me disais. Les mois qui ont suivi ce mercredi ont été les plus sombres dont je me souvienne dans ce mariage, car quelque chose avait changé en moi. Je n'essayais plus. Je ne cherchais plus à avoir des conversations avec Hector. Je ne faisais plus d'efforts pour préparer des dîners spéciaux ou pour m'inclure dans leurs projets. Je suis devenu invisible à l'intérieur de ma propre maison, ce qui était exactement ce qu'il voulait depuis le début, j'imagine. Et l'étrange, c'est que plus je devenais invisible, mieux il semblait aller. Hector a même commencé à me saluer de temps en temps. Marisla était plus calme, encore plus affectueuse, et j'ai compris quelque chose qui m'a glacé le sang. Ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Ils m'avaient réduit exactement à ce que Marisla avait dit à son fils. J'étais un payeur silencieux, un homme qui était là, mais qui ne dérangeait pas, juste utile. C'est à peu près à cette époque qu'Hector a trouvé un emploi pour la première fois.
Il avait 23 ans. Il a commencé à sortir plus souvent, à rentrer tard, à ramener des amis à la maison sans prévenir. Un soir, je suis rentré du travail et il y avait 4 personnes que je ne connaissais pas qui buvaient dans mon salon, utilisaient mes verres, mettaient leurs pieds sur ma table. J'ai demandé à Marisla qui ils étaient. Elle m'a dit que c'étaient les amis d'Hector et que je ne devrais pas être si amer. Amer. C'était le mot pour cette phase. Avant, ça avait été sensible, maintenant c'était amer. Le vocabulaire qu'ils utilisaient pour me décrire changeait en fonction de mes réactions, comme si chaque version de ma douleur avait besoin de sa propre insulte. Un soir, l'un des amis d'Hector a cassé accidentellement une horloge qui avait appartenu à mon père. Une horloge murale en bois que mon père m'avait donnée avant sa mort. Elle n'avait pas de valeur monétaire. Elle avait de la valeur pour tout le reste. Je l'ai trouvée par terre, en morceaux, et personne dans cette maison ne m'a rien dit. Pas un désolé. Pas un c'était un accident, rien. J'ai dit à Marisla qu'on ne pouvait pas en rester là. Elle m'a dit que les accidents arrivent. Je suis allé dans ma chambre, j'ai ramassé les morceaux de l'horloge, je les ai mis dans une boîte, et à ce moment-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré d'une manière dont je n'avais pas pleuré depuis longtemps. De cette façon qui ne fait pas de bruit mais qui secoue tout à l'intérieur. J'ai pleuré pour mon père. J'ai pleuré pour les années perdues. J'ai pleuré pour l'homme que j'avais été avant d'entrer dans cette maison et dont je ne savais plus s'il existait encore quelque part en moi. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je me suis dit que j'allais partir, que j'allais économiser de l'argent, parler à Carmen, trouver un endroit et m'en aller de là, sans drame, sans dispute, juste partir et ne pas revenir. Je me le suis promis avec les morceaux de l'horloge de mon père entre les mains. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. Parce qu'avant que je ne puisse exécuter ce plan, avant que je ne puisse économiser assez et avoir tout prêt, Marisla est rentrée à la maison un après-midi avec une proposition, un voyage, un week-end en dehors de la ville. Elle a dit que nous avions besoin de passer du temps ensemble, tous les 3, que les choses avaient été tendues, et qu'un changement de décor nous ferait du bien. Tous les 3, elle, Hector et moi. J'aurais dû dire non. À ce stade, j'aurais dû savoir que rien impliquant nous 3 ne pouvait bien se terminer. Mais une partie de moi voulait encore y croire. Une partie stupide et têtue qui s'accrochait encore à l'idée que peut-être les choses pouvaient changer, que peut-être ce voyage était un signe que Marisla voulait arranger quelque chose. Une partie de moi qui m'a presque coûté la vie. Pas au sens figuré, pour de vrai. Parce que ce qui s'est passé lors de ce voyage, ce qui s'est passé sur cette route déserte à 500 miles, 800 km, de chez nous n'était pas un accident. Ce n'était pas une blague qui a mal tourné. C'était quelque chose de planifié, quelque chose dont ils avaient tous les deux discuté au préalable, quelque chose à quoi ils étaient tous les deux préparés et pas moi. Et pendant que Marisla conduisait et qu'Hector regardait par la fenêtre avec ce sourire, que je n'ai pas su lire à temps, j'étais sur la banquette arrière, pensant qu'il y avait peut-être encore quelque chose à sauver. Il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien depuis longtemps. Et j'étais sur le point de la prendre de la manière la plus brutale qui soit, sur une route sans nom, dans l'obscurité, seul, avec le bruit de la voiture qui s'éloignait et le rire comme dernière chose entendue avant que le silence ne se referme sur moi comme une porte. Restez. Parce que ce qui vient maintenant est la partie que je n'ai jamais racontée à personne. Elle a proposé ce voyage un jeudi soir. Marisla est rentrée à la maison avec une énergie différente. Ce n'était pas l'énergie tendue des derniers mois. Cette tension sourde qui flottait entre nous comme une fumée que personne ne voulait nommer. C'était quelque chose de plus léger, presque joyeux. Elle est arrivée avec des plats à emporter, a mis de la musique dans la cuisine, m'a serré dans ses bras quand je suis entré dans la pièce, et moi, qui dormais sur le bord du lit, les yeux ouverts dans le noir depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose que je n'aurais pas dû ressentir. De l'espoir. C'est le mot. L'espoir. Le plus dangereux de tous quand on ne devrait plus en avoir. Elle s'est assise en face de moi à la table et m'a dit qu'elle avait réfléchi, que les choses entre nous allaient mal, qu'elle le savait, qu'elle avait sa part de responsabilité, qu'elle voulait que nous fassions quelque chose de différent, quelque chose pour nous sortir de la routine. Pour nous rappeler pourquoi nous avions décidé d'être ensemble. Un week-end en dehors de la ville, tous les 3, elle, Hector et moi. Elle a dit qu'Hector avait aussi accepté, qu'il voulait aussi faire un effort. Elle m'a montré sur son téléphone un chalet près d'un lac, joli, entouré d'arbres, une terrasse en bois, une cheminée à l'intérieur.
Le prix était de 4 cents pour 2 nuits. Elle a dit qu'elle paierait la moitié. Je l'ai regardée. J'ai cherché sur son visage le moindre signe de ce que j'avais entendu dans ce couloir des mois auparavant. J'ai cherché la froideur sous le sourire. J'ai cherché la femme qui avait dit à son fils que j'étais utile. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai vu que Marisla me regardant avec ses yeux qui, même après tout, savaient encore comment m'atteindre. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui parce que c'était ce qu'elle voulait m'entendre dire et parce qu'une partie de moi, cette partie têtue qui n'avait toujours pas retenu la leçon, voulait que ce voyage soit réel. Je voulais que le chalet soit réel. Je voulais que la possibilité que les choses changent soit réelle. Hector était dans sa chambre. Marisla est allée lui dire que j'avais dit oui. Depuis la cuisine, je l'ai entendu répondre quelque chose à voix basse. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Marisla a ri. J'aurais dû demander de quoi il riait. Je n'ai pas demandé. Le voyage était prévu pour le vendredi suivant. 5 jours d'attente. 5 jours pendant lesquels Marisla s'est montrée inhabituellement gentille, inhabituellement proche. Elle me demandait comment s'était passée ma journée de travail. Elle me servait du café le matin. Un soir, elle a mis un film que j'aimais, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années, et elle s'est blottie contre moi sur le canapé comme au premier jour. J'étais confus. Pas consciemment confus, mais à ce niveau plus profond où l'on sent que quelque chose cloche, mais où l'on ne peut pas expliquer exactement quoi. Hector était différent, lui aussi. Pas gentil, ça jamais, mais moins hostile. Il m'a salué 1 ou 2 fois. Un matin, il m'a même demandé à quelle heure je rentrais du travail, d'une voix qui semblait presque normale, presque comme un gamin ordinaire posant une question ordinaire. Maintenant, je comprends pourquoi il m'a demandé ça. Maintenant, je comprends beaucoup de choses que je n'ai pas su lire à l'époque. Le vendredi est arrivé. Nous avons chargé la voiture le matin. Marisla avait préparé une glacière avec de la nourriture et des boissons pour la route. Hector a chargé ses affaires sans se plaindre. Tout avait un air de normalité qui aurait dû me mettre en alerte, précisément à cause de ça. Parce que dans cette maison, la normalité n'était jamais gratuite. La normalité coûtait toujours quelque chose et c'était toujours vous qui finissiez par payer. Nous sommes partis à 9 h du matin. Marisla conduisait. Hector était sur le siège passager. J'étais à l'arrière. Cela m'en disait déjà long, même si je ne voulais pas y prêter attention. Le fait d'être à l'arrière, comme si j'étais un passager dans ma propre voiture lors d'un voyage censé nous reconnecter en tant que famille. Mais je me suis dit que je n'allais pas commencer le week-end par une dispute pour un siège, que j'allais être l'adulte, que j'allais laisser les choses couler. Les 2 premières heures ont été presque agréables. Marisla a mis de la musique. Hector regardait le paysage ou son téléphone. Je regardais par ma fenêtre et essayais de ressentir quelque chose de similaire à ce que l'on ressent lorsqu'on part en voyage avec des gens qu'on aime. Je n'y suis pas tout à fait parvenu, mais j'ai essayé. Nous nous sommes arrêtés dans une station-service pour faire le plein et acheter quelque chose à boire. J'ai payé. C'était toujours moi qui payais. Marisla a commandé un café. Hector a commandé 2 choses. J'ai pris de l'eau. Pendant que j'attendais à la caisse, je les ai vus dehors, près de la voiture, en train de parler avec cette proximité qu'ils avaient quand ils étaient seuls. Cette façon de communiquer à demi-mot et par geste que je n'ai jamais vraiment comprise, parce que c'était un langage qu'ils avaient construit avant mon arrivée et qu'ils ne m'ont jamais appris. Hector a dit quelque chose. Marisla s'est couvert la bouche pour rire. Ils m'ont tous les 2 regardé en même temps. Accidentellement ou exprès, je ne sais pas. Et quand ils ont vu que je les regardais, ils ont arrêté de rire. Marisla a détourné le regard. Hector a sorti son téléphone. J'ai payé et je suis sorti. J'ai demandé à Marisla de quoi il riait. Elle a répondu, de rien, une vieille blague. Je lui ai dit de me la raconter. Elle a répondu que ce n'était pas drôle si on n'avait pas été là. Nous avons continué à rouler. 1 heure plus tard, le paysage a commencé à changer. Les routes sont devenues plus isolées. Moins de maisons sur les côtés, moins de commerces, plus de bois, plus de terre, plus de ciel. J'avais regardé la carte sur mon téléphone depuis le début et j'ai réalisé que Marisla ne prenait pas exactement l'itinéraire que j'aurais pris. Je lui ai dit qu'il y avait une autoroute plus directe pour aller là où nous allions. Elle a répondu qu'elle préférait prendre des routes secondaires,
que c'était plus joli. Je l'ai cru. J'ai continué à regarder la carte de temps en temps. La destination était encore à environ 3 heures. Le soleil avait commencé à se coucher. La lumière devenait orange au-dessus des champs. Il y avait quelque chose de presque beau dans ce paysage, si on le regardait sans penser à rien d'autre. J'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de juste regarder. C'est à ce moment-là que Marisla a dit qu'elle avait soif et a demandé à Hector de lui passer quelque chose de la glacière. Hector a ouvert la glacière, a sorti une boisson pour elle, en a pris une pour lui. Il ne m'a rien proposé. Il ne m'a pas demandé si je voulais quelque chose. Je lui ai dit que je voulais de l'eau, moi aussi. Hector a dit qu'il n'y avait plus d'eau. Je lui ai dit qu'il avait acheté 3 bouteilles à la station-service. Il a dit qu'il les avait bues. Marisla n'a rien dit. Ce silence, ce petit silence de Marisla à ce moment-là. Maintenant je sais que ce silence faisait partie de quelque chose. Ce silence n'était pas de l'inattention. C'était une répétition. Nous avons continué à rouler. Le soleil est descendu encore plus. La route est devenue plus sombre, plus étroite, plus vide. Nous n'avions pas vu d'autres voitures depuis au moins 40 minutes. Il n'y avait plus de réseau sur mon téléphone depuis au moins 20 minutes. Je l'ai vérifié plusieurs fois. Pas de réseau, pas de connexion. J'ai rangé le téléphone et j'ai regardé dehors. Il n'y avait rien, juste la route, juste les bois, juste l'obscurité qui commençait à dévorer les bords du ciel. J'ai demandé à Marisla dans combien de temps nous arrivions. Elle a répondu que nous y étions presque. 5 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée. Ce n'était pas un arrêt brusque. C'était un arrêt calme, presque doux, comme quand on arrive à destination et qu'on se gare tranquillement. Marisla a coupé le moteur. J'ai regardé par la fenêtre. Il n'y avait pas de chalet, pas de lac, rien. Juste un tronçon de route déserte, sans la moindre lumière dans aucune direction, entouré de bois dense et d'un silence total. J'ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a dit qu'elle avait besoin de se dégourdir les jambes. Elle a ouvert sa portière. Hector a ouvert la sienne. Ils sont tous les deux sortis. Je suis sorti aussi, confus, regardant autour de moi, essayant de comprendre où nous étions. J'ai fait quelques pas en m'éloignant de la voiture pour voir si je reconnaissais quelque chose dans le paysage. Ce ne fut pas le cas. Je me suis retourné pour dire à Marisla que je n'avais pas de réseau sur mon téléphone et qu'il fallait savoir exactement où nous étions. Et c'est à ce moment-là, à ce moment exact, que Marisla et Hector sont montés dans la voiture en même temps. Les 2 portières se sont fermées en même temps. Le moteur a démarré. Je me suis figé. Je me suis approché de la voiture. J'ai touché la vitre de la portière de Marisla. Je lui ai dit de l'ouvrir. Que se passait-il? La vitre est descendue de quelques centimètres, assez pour que je l'entende. Elle m'a dit que c'était une blague. Elle m'a dit que c'était juste une blague pour voir si j'arriverais à rentrer à pied, que je ne devais pas être si dramatique. Et elle a ri, avec ce rire qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'entends encore quand il y a trop de silence. Hector a ri aussi, depuis le siège passager, avec son téléphone à la main, pointé vers moi. Il me filmait. La vitre est remontée, la voiture a démarré, et je suis resté là, sur cette route sans nom, au milieu de l'obscurité qui s'était maintenant complètement refermée. Regardant les feux arrière de la voiture s'éloigner jusqu'à ce qu'ils disparaissent au détour d'un virage, et puis, plus rien. Rien. Juste le silence le plus total que j'ai jamais entendu de ma vie, et 500 miles, 800 km, entre moi et ma maison. Restez. Parce que ce qui s'est passé cette nuit-là sur cette route est ce qui a tout changé. Ce qui m'a changé pour toujours. Je suis resté sur cette route pendant un temps que je ne pourrais pas mesurer. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas couru après la voiture. Même s'il n'y avait plus rien vers quoi courir, je suis resté exactement là où j'étais quand les feux arrière ont disparu au virage, les pieds sur l'asphalte, les bras le long du corps, regardant dans l'obscurité comme si, à tout moment, elle allait me rendre quelque chose. Elle n'a rien rendu. La première pensée cohérente que j'ai eue a été de sortir mon téléphone. Je l'ai sorti, pas de réseau. Je l'avais vérifié avant de sortir de la voiture et il n'y avait pas de réseau. Et maintenant, il n'y en avait toujours pas. Et je l'ai su à ce moment-là, avec une clarté brutale. Il le savait.
Ils savaient qu'il n'y avait pas de réseau sur ce tronçon. Ils savaient exactement où arrêter la voiture. Ils avaient choisi cet endroit. Ce n'était pas le fruit du hasard. Rien de cette nuit-là n'était le fruit du hasard. Une blague, m'avait dit Marisla. Juste une blague. J'ai remis le téléphone dans ma poche et j'ai essayé de réfléchir. J'ai essayé d'organiser le peu que je savais. Nous voyagions vers le nord. Nous étions dans la voiture depuis environ 4 heures, en comptant l'arrêt à la station-service. Pas de réseau téléphonique, pas de maison visible dans aucune direction, aucune lumière d'aucune sorte, si ce n'est celle des étoiles, qui cette nuit-là était claire, froide, et totalement indifférente à ce qui m'arrivait. Il faisait froid, pas un froid extrême, mais assez froid pour que je remarque que je ne portais qu'une chemise à manches longues et un pantalon léger. Je n'avais pas pris de veste car Marisla m'avait dit qu'il y avait du chauffage dans le chalet et que le trajet en voiture ne poserait pas de problème. Bien sûr, elle m'avait dit ça. Bien sûr. J'ai commencé à marcher. Vers où? Vers l'endroit d'où venait la voiture. C'était la seule logique disponible. Si nous étions arrivés là par une route, il devait bien y avoir quelque chose le long de cette même route, une station-service, un village, une maison avec de la lumière, quelque chose. Il devait y avoir quelque chose. J'ai marché pendant ce que j'estime être environ 20 minutes sans rien voir du tout. La route était droite sur certains tronçons et courbée sur d'autres. Les bois sur les côtés étaient denses et sombres, et de temps en temps, j'entendais des sons que je préférais ne pas identifier. Mes chaussures étaient celles que j'avais mises ce matin-là, pensant que j'allais passer le week-end dans un chalet au bord d'un lac. Ce n'étaient pas des chaussures pour marcher des kilomètres sur l'asphalte dans l'obscurité. J'ai continué à marcher. À un moment donné, j'ai sorti à nouveau mon téléphone, toujours pas de réseau. La batterie était à 42%. J'ai éteint l'écran pour économiser ce qu'il restait et j'ai continué à marcher dans l'obscurité, en utilisant que le clair de lune qui filtrait à travers les nuages. J'ai pensé à Marisla. Pas avec colère, pas encore. Avec incrédulité, avec ce sentiment de ne pas pouvoir assimiler complètement quelque chose que le cerveau reconnaît comme réel, mais qu'une partie plus profonde refuse d'accepter. Ma femme, la femme que j'avais épousée, la femme qui ce matin même m'avait servi du café et m'avait embrassé avant que je ne parte, m'avait laissé sur une route déserte à 500 miles, 800 km, de la maison. Elle avait ri. Son fils m'avait filmé, une blague. J'ai pensé à ce que je ferais en rentrant chez moi. J'ai pensé que j'arriverais, que je ferais mes valises et que je partirais sans dire un mot. Que je ne crierais pas, que je n'insulterais pas, que je ne ferais aucune des choses que Marisla s'attendait probablement à ce que je fasse. Que je partirais avec ce qui m'appartenait et que je ne reviendrais pas. Avoir un plan m'a aidé à continuer à marcher, même si c'était un plan simple, même si j'étais encore à des centaines de kilomètres de pouvoir l'exécuter. Je marchais depuis peut-être 1 heure quand j'ai vu la première lumière. Faible, lointaine, vacillante, mais c'était de la lumière. À un certain point, sur la droite de la route, parmi les arbres, il y avait une lumière. Je me suis arrêté. Je l'ai regardé pendant plusieurs secondes pour m'assurer que ce n'était pas mon imagination qui me jouait des tours. Ce ne l'était pas. C'était réel, une douce lumière jaune provenant de derrière une rangée d'arbres. J'ai quitté la route et j'ai commencé à marcher dans sa direction. Le terrain n'était pas plat. Il y avait des pierres, des racines, de l'herbe haute qui m'arrivait aux genoux. J'ai trébuché 2 fois. La deuxième fois, je suis tombé sur les mains et je me suis blessé la paume droite sur quelque chose de tranchant que je n'ai pas vu. J'ai immédiatement ressenti la brûlure. J'ai essuyé ma main sur mon pantalon sans regarder et j'ai continué à avancer vers la lumière. Il m'a fallu presque 10 minutes pour y arriver. C'était une petite maison, plutôt une cabane avec des murs en parpaing non peints et une ampoule jaune suspendue au-dessus de la porte d'entrée qui se balançait légèrement avec le vent. Il y avait un vieux camion garé dehors, un chien qui a commencé à aboyer dès que je me suis approché. Une fenêtre avec de la lumière allumée à l'intérieur. J'ai frappé à la porte. Personne n'a ouvert. J'ai frappé à nouveau, plus fort. J'ai entendu du mouvement à l'intérieur, puis le silence, puis la voix d'un homme demandant qui c'était. Je lui ai dit que j'étais un homme qui avait besoin d'aide, que j'avais été laissé sur la route, que j'avais besoin d'utiliser un téléphone. Il y a eu un long silence, trop long. J'ai cru qu'il n'allait pas ouvrir. La porte s'est ouverte. C'était un homme d'un certain âge, peut-être dans la soixantaine, cheveux blancs,
visage buriné, des yeux qui m'ont jaugé de la tête aux pieds avec une méfiance tout à fait justifiée. Il tenait une lampe de poche à la main et il s'en est servi pour m'éclairer le visage sans aucune gêne. J'ai répété que j'avais besoin d'utiliser un téléphone, que j'avais été laissé sur la route. Il m'a demandé comment. Alors, je n'ai pas su quoi lui dire. Comment expliquer à un inconnu que votre femme vient de vous abandonner sur une route pour vous faire une blague? Je ne trouvais pas les mots. Je lui ai juste dit que j'avais eu un problème avec les personnes avec qui je voyageais et que j'avais besoin d'appeler quelqu'un. Il m'a regardé pendant encore quelques secondes, puis il s'est écarté et m'a laissé entrer. À l'intérieur, ça sentait le vieux café et le bois. Il y avait une petite table, 2 chaises, une télé allumée sans le son sur un journal télévisé. Il m'a donné son téléphone, un téléphone basique qui ne pouvait que passer des appels et envoyer des messages. Je l'ai remercié et j'ai composé le numéro de Carmen. Carmen a répondu à la 2e sonnerie, comme toujours. J'ai entendu sa voix et quelque chose s'est brisé en moi, d'une manière silencieuse. De la façon dont les choses se brisent quand on est enfin dans un endroit assez sûr pour s'autoriser à craquer. Je lui ai dit où j'étais, ou ce que je pouvais décrire de l'endroit où j'étais. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Je lui ai dit que j'avais besoin que quelqu'un vienne me chercher. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Puis Carmen a prononcé mon nom, de cette façon qu'ont les grandes sœurs de prononcer votre nom quand elles essaient de ne pas pleurer et de ne pas crier en même temps. Elle m'a dit de ne pas bouger, qu'elle arrivait. L'homme qui m'avait laissé entrer s'appelait Ruben. Il me l'a dit lui-même pendant que j'attendais, pendant qu'il me versait un café sans me demander si j'en voulais un, et qu'il posait un morceau de pain sur la table que j'ai accepté, car j'ai réalisé à ce moment-là que je n'avais rien mangé depuis le petit déjeuner. Il m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui. Nous savions tous les deux que c'était un mensonge, mais aucun de nous n'en a rajouté. Ruben était un chauffeur de camion à la retraite. Il vivait seul dans cette maison depuis 12 ans, depuis la mort de sa femme. Il avait un fils dans une autre ville à qui il parlait au téléphone le dimanche. Il m'a raconté tout ça pendant que je buvais le café et regardais la télé sans rien voir, pendant que ma tête essayait encore d'assimiler ce qui s'était passé sur cette route. À un moment donné, il m'a demandé, sans me regarder, si la personne qui m'avait laissé là était quelqu'un en qui j'avais confiance. Je lui ai répondu que je le croyais. Il a hoché lentement la tête. Il n'a pas eu besoin d'en dire plus. Carmen est arrivée près de 4 heures plus tard. 4 heures que j'ai passées assis sur cette chaise, avec le café froid devant moi, avec Ruben qui, à un moment, s'était endormi dans son fauteuil, la télé toujours allumée, avec mon téléphone dans la main, regardant l'écran de temps en temps même s'il n'y avait rien à regarder. À un moment donné, la batterie étant presque vide, un message est arrivé. C'était de Marisla. Il disait, « Nous sommes rentrés. » À quelle heure arrives-tu? Ah. Je l'ai lu une fois. Je l'ai lu 2 fois. J'ai éteint le téléphone. Quand Carmen est arrivée, que j'ai ouvert la portière de sa voiture et que je m'y suis assis, je n'ai rien dit pendant plusieurs minutes. Elle n'a rien dit non plus. Elle s'est contentée de conduire, les mains fermement posées sur le volant, les yeux fixés sur la route, dans ce silence que seules les personnes qui vous aiment vraiment savent offrir. Les personnes qui savent quand vous avez besoin de mots et quand vous avez besoin d'être laissé briser, en paix. Au bout d'un moment, sans me regarder, elle a dit, « Tu n'as pas à y retourner pour des mots. Tu n'as pas à y retourner. » Je les ai entendus et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir à ce moment-là. Pas du soulagement. Pas exactement. Quelque chose qui ressemblait davantage à une reconnaissance. Comme lorsque quelqu'un nomme à voix haute quelque chose que vous avez pensé en silence pendant si longtemps que vous commenciez à douter que ce soit réel, ou que ce ne soit que de la peur déguisée en pensée. Tu n'as pas à y retourner. Je n'y suis pas retourné. Cette nuit-là, assis dans la voiture de Carmen, alors que les lumières de l'autoroute défilaient sur nous comme des flashs intermittents, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Sans drame, sans larmes, avec un calme qui m'a surpris. Un calme qui venait d'un endroit très profond, de cet endroit que l'on atteint quand on n'a plus rien à perdre. Parce qu'on a déjà perdu tout ce qui comptait. Je n'allais pas retourner dans cette maison. Je n'allais pas récupérer mes affaires en présence de Marisla. Je n'allais pas avoir la conversation qu'elle attendait probablement. Celle de l'homme humilié qui revient en rampant pour demander pourquoi, pour exiger des explications, pour lui donner l'occasion de rire encore une fois. J'allais disparaître. Et c'est exactement ce que j'ai fait.
Restez, car ce que j'ai construit après cette nuit-là est la partie de cette histoire à laquelle personne ne s'attendait. Pas même moi. Cette nuit-là, j'ai dormi chez Carmen. Je n'ai pas bien dormi. Je ne pense pas que quiconque puisse bien dormir après ce qui s'était passé. Mais j'ai dormi de ce genre de sommeil lourd et sans rêve que le corps exige quand il a été soumis à une pression qu'il ne peut plus supporter. Je me suis allongé dans la chambre d'amis de Carmen, dans un lit qui sentait la lavande et l'ordre. Et j'ai fermé les yeux et je me suis laissé tomber. Quand je me suis réveillé, il faisait jour. Pendant une seconde, juste une seconde, je ne me suis souvenu de rien. Il y a eu un moment de vide, de silence, de cet état entre le sommeil et l'éveil où l'on ne sait pas encore qui l'on est ni ce qui nous attend. Ce fut la seconde la plus paisible des mois qui ont suivi. Puis je me suis souvenu de tout. Carmen était dans la cuisine quand je suis descendu. Elle avait préparé des œufs et du café et avait posé 2 assiettes sur la table sans me demander si j'avais faim. Je me suis assis, j'ai mangé. Nous n'avons parlé de rien d'important pendant ce petit déjeuner. Elle m'a parlé de ses projets. Je l'ai écouté et cela suffisait. Après le petit déjeuner, elle m'a demandé ce que j'allais faire. Je lui ai dit que je n'y retournerais pas. Elle m'a demandé si j'étais sûr. J'ai dit oui. Que je n'avais jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Elle a hoché la tête. Elle ne m'a posé aucune autre question. Elle ne m'a pas dit d'y réfléchir. Elle ne m'a pas dit que c'était peut-être un malentendu, que peut-être Marisla le regrettait, que peut-être je devrais lui donner une chance de s'expliquer. Carmen n'a jamais fait partie de ces personnes qui vous repoussent vers ce qui vous détruit. Elle faisait partie des autres, celles qui ouvrent la porte et vous laissent sortir. Cet après-midi-là, j'ai appelé le travail. J'ai parlé avec mon patron. J'ai expliqué que j'avais une urgence familiale et que j'avais besoin de quelques jours. Il me les a accordés sans problème. Je travaillais avec lui depuis des années et je n'avais jamais rien demandé d'extraordinaire. C'était un de ces patrons qui s'en souviennent. Ce que je n'ai pas fait cet après-midi-là, c'est appeler Marisla. Elle m'a appelé 3 fois entre le matin et midi. Je n'ai répondu à aucun appel. Elle m'a envoyé des messages. Le premier disait « Quand arrives-tu » Le deuxième demandait si j'étais encore en colère pour la blague. Le troisième disait « Et je m'en souviens mot pour mot car je l'ai lu tellement de fois qu'il s'est gravé de façon permanente, ne sois pas dramatique, Esteban. » C'était juste pour rigoler. Passe à autre chose. Juste pour rigoler. J'ai éteint le téléphone. J'ai passé 3 jours chez Carmen. 3 jours pendant lesquels je n'ai pas fait grand-chose d'autre que m'asseoir sur son patio à boire du café, me promener dans le quartier sans but et réfléchir. Pas le genre de réflexion anxieuse et circulaire que je faisais ces dernières années dans ce mariage. Une réflexion plus calme, plus honnête. Le genre de réflexion que l'on peut faire quand on n'a plus à se protéger de rien, parce que le pire est déjà arrivé. Et ce que j'ai pensé dans le silence de ces 3 jours était ceci, j'avais passé 8 ans à être l'homme qui endure, l'homme qui se tait, l'homme qui paie, qui attend et qui se convainc que les choses vont s'arranger. Et les choses ne s'étaient pas arrangées. Les choses avaient abouti sur une route déserte à 500 miles, 800 km, de la maison. À un enregistrement fait par Hector. Au bruit d'une voiture qui démarre et de 2 personnes qui rient pendant que je restais seul dans le noir. Ça n'allait pas s'arranger. Ça n'avait jamais eu l'intention de s'arranger. C'est moi qui devais aller mieux. Le 4e jour, j'ai pris une décision qui, à l'époque, m'a semblé énorme et qui, avec le temps, s'est avérée être la seule décision possible. J'ai dit à Carmen que j'allais partir plus loin. Pas seulement loin de la maison de Marisla, plus loin, dans une autre ville. Pour repartir de zéro dans un endroit où personne ne me connaissait, où il n'y avait rien pour me rappeler les 8 dernières années, où je pouvais être une autre version de moi-même sans avoir à supporter le regard de quiconque m'avait vu être l'homme que j'étais dans ce mariage. Carmen m'a regardé pendant un long moment, puis elle m'a dit qu'elle m'aiderait à faire mes valises. Il n'y a pas eu de drame, pas de larmes. Enfin, il y a eu des larmes, mais c'était le dernier jour, quand j'avais déjà chargé la voiture et que je lui ai dit au revoir sur le pas de sa porte. Nous nous sommes serrés dans les bras pendant un long moment sans rien dire. Et quand nous nous sommes séparés, nous avions tous les deux les yeux rouges et nous avons tous les deux fait semblant de rien. Elle m'a dit de l'appeler quand je serais arrivé. J'ai promis de le faire. J'ai roulé pendant 2 jours. Je n'avais pas de destination précise en tête. J'avais une direction générale et le sentiment que, quand j'atteindrais le bon endroit, je le saurais.
Et ce fut le cas. Je suis arrivé dans une ville que je ne nommerai pas. Pas parce que j'ai peur, mais parce que cet endroit est devenu quelque chose à moi. Et il y a des choses qu'on ne veut pas partager complètement. Une ville de taille moyenne, avec des rues tranquilles, avec un marché le samedi, avec des gens qui ne me connaissaient pas et n'avaient aucune raison de me regarder d'une manière particulière. J'ai loué une chambre la première semaine. Petite, avec une fenêtre donnant sur une ruelle, un lit qui grinçait et une salle de bain commune. Elle coûtait 10 $ par mois. C'était ce que je pouvais trouver de moins semblable à la vie que j'avais eue. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai trouvé un travail une semaine après mon arrivée. Dans la construction, comme toujours. Mes mains savaient comment faire ça, même si le reste de moi ne savait plus rien. Je me suis présenté sur un chantier, j'ai parlé avec un chef de chantier, je lui ai montré ce que je savais faire. Ils m'ont embauché le jour même. Ce n'était pas un travail prestigieux. C'était un travail physique et dur, le genre qui vous laisse tellement fatigué à la fin de la journée qu'il ne vous reste plus d'énergie pour trop penser, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Pas à cause du travail, pas à cause de la petite chambre ou de la salle de bain commune, ni des samedis solitaires dans une ville inconnue. Le plus difficile, c'était le silence. Le silence de n'avoir personne qui me connaisse d'avant. Le silence de rentrer dans cette chambre à la fin de la journée et de n'avoir rien d'autre que mes propres pensées. Parce que quand on vit avec des gens pendant des années, même si ces personnes sont comme Marisla et Hector, même si cette cohabitation est douloureuse et épuisante, le corps s'habitue au bruit des autres. Et quand ce bruit disparaît, le silence peut ressembler à quelque chose de physique, comme un vide. Il y a eu des nuits où je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. Je le dis avec honnêteté, car cette histoire n'a pas de sens si je ne la raconte pas complètement. Il y a eu des nuits où une partie de moi, cette partie qui n'avait toujours pas complètement compris ce qui s'était passé, pensait que j'avais peut-être réagi de manière excessive, que j'aurais peut-être dû y retourner, que peut-être Marisla avait regretté. Que peut-être si j'avais eu cette conversation, les choses auraient pu être différentes. Ces nuits-là, je sortais mon téléphone, puis je le rangeais, parce qu'alors je me souvenais du couloir. Je me souvenais de la voix de Marisla disant à son fils que j'étais utile. Je me souvenais de l'horloge de mon père en morceaux sur le sol. Je me souvenais des phares de la voiture s'éloignant sur cette route sans nom, et le téléphone restait dans ma poche. Quelques mois après mon arrivée dans cette ville, j'ai changé de chambre. J'ai trouvé un petit appartement, mais à moi, avec une vraie cuisine et une fenêtre qui donnait sur un arbre. Il coûtait 280 $ par mois. Je l'ai payé avec ce que j'avais économisé au cours de ces premières semaines en faisant des doubles horaires. La nuit où j'y ai dormi pour la première fois, dans mon lit, dans mon espace, sans entendre de voix de l'autre côté du mur, sans m'attendre à ce que quelqu'un ouvre la porte sans frapper. J'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des années. Profondément, sans peur, sans cette tension constante dans le dos que l'on porte quand on vit dans une maison où l'on n'est pas le bienvenu. Au travail, je me suis fait mes premiers amis. Pas des amis intimes au début, des collègues. Des hommes avec qui l'on partage le déjeuner et avec qui on parle de travail, parfois de football, et occasionnellement de choses plus personnelles. Mais c'était un contact humain réel et honnête, sans arrière-pensée, sans que personne ne me regarde pour obtenir quelque chose de moi, sans que personne ne calcule ce que valait mon silence. C'est au travail que j'ai rencontré Patricia, la femme d'un de mes collègues, qui est venue un jour apporter le déjeuner à son mari et qui est restée pour discuter avec le groupe. Patricia était directe, amicale, une de ces femmes qui remplissent l'espace d'une énergie qui ne demande pas de permission. Son mari s'appelait Mario, et il formait l'un de ces couples que vous voyez, et vous savez immédiatement qu'ils s'aiment vraiment, sans effort, sans mise en scène. Les premiers mois, je les ai observés de loin, eux et d'autres couples du travail, avec un mélange de sentiments que j'ai mis du temps à identifier. Ce n'était pas exactement de l'envie. C'était plutôt de l'émerveillement. L'émerveillement de voir qu'une telle chose existait, qu'il y avait des gens qui se traitaient bien, qu'il y avait des relations où personne n'était utile, où personne n'était sensible ou amer. Où deux personnes pouvaient simplement être ensemble sans que l'une d'elles n'en paie le prix invisible en permanence. J'avais oublié que cela existait. Près d'un an s'est écoulé avant que je ne commence à me sentir à nouveau moi-même. Pas le mois d'avant le mariage avec Marisla, car cet homme n'avait pas été complètement libre non plus. Cet homme portait déjà ses propres histoires et ses propres peurs. Mais un mois différent, plus calme, plus clair.
Un homme qui avait traversé quelque chose qu'il avait brisé, mais qui avait lentement appris à recoller les morceaux d'une manière différente. Pas comme avant, différent, avec plus de soin, avec une plus grande conscience de ce qui était important et de ce qui ne l'était pas. J'ai appris à bien cuisiner pendant cette période. Ça a l'air d'un détail, mais ça ne l'était pas. Bien cuisiner pour moi-même, avec du temps, sans me presser, a été l'une des premières choses qui m'a redonné quelque chose qui s'apparentait à de la dignité. J'avais passé des années dans cette maison où la cuisine était le territoire de Marisla quand ça l'arrangeait, et le territoire de personne quand ça ne l'arrangeait pas. Maintenant, j'avais ma cuisine, mes ingrédients et mon temps, et personne ne me disait rien. Un dimanche après-midi, je cuisinais avec la fenêtre ouverte et la radio allumée quand j'ai réalisé quelque chose. J'allais bien. Pas encore heureux. Pas encore entier, mais bien. Avec une tranquillité qui ne dépendait de personne d'autre, avec un silence qui ne m'accablait plus, mais qui me reposait. C'était un moment à la fois petit et immense. Et ce n'était que le début de ce qui allait suivre. Car 18 mois après mon arrivée dans cette ville, par un après-midi d'octobre où il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, quelque chose qui sentait le changement, j'ai rencontré Ophelia. Et cela, comme tout ce qui compte vraiment, je ne l'ai pas vu venir. Restez, car cette histoire a encore beaucoup à donner. Ophelia n'est pas entrée dans ma vie comme les choses se passent dans les films. Il n'y a pas eu de musique de fond, pas de regard croisé à travers une pièce bondée, rien de dramatique ou de calculé. Elle est arrivée de la façon dont les choses qui restent vraiment arrivent, lentement, sans prévenir, prenant doucement de la place sans demander la permission, et sans qu'on s'en rende compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour imaginer l'espace sans elle. Je l'ai rencontrée au marché du samedi. J'y allais presque tous les samedis depuis mon arrivée dans cette ville. C'était l'une des rares routines que j'avais mises en place au cours de ces premiers mois, et je m'y étais accroché avec la ténacité silencieuse de quelqu'un qui a besoin de points fixes sur lesquels s'appuyer. Le marché était bruyant et coloré, et ça sentait les épices, le pain fraîchement cuit et la terre humide quand il avait plu la nuit précédente. J'aimais m'y promener sans me presser, acheter ce dont j'avais besoin pour la semaine, prendre un café au stand de l'homme qui le préparait dans une énorme marmite en étain. Ophelia avait un stand de plantes. Ce n'était pas un grand stand. C'était une longue table avec des pots de toute taille, des plantes que je ne saurais nommer, mais qui avaient ce genre de vert intense qui donne envie de ramener quelque chose chez soi, même si on n'a aucune idée de la façon de s'en occuper. Elle se tenait là, derrière la table, avec un tablier taché de terre aux genoux et les cheveux attachés n'importe comment, en train d'expliquer à une dame âgée comment prendre soin d'une plante que celle-ci tenait entre ses mains. Je l'ai entendue parler avant de bien la voir. Elle avait ce genre de voix qui n'essaie de convaincre personne de quoi que ce soit. Directe, calme. Elle disait les choses comme quelqu'un qui sait de quoi il parle, mais qui n'a pas besoin que les autres le reconnaissent. Elle expliquait à la dame que cette plante avait besoin d'ombre, pas de soleil direct, et que l'arroser 2 fois par semaine était suffisant. La dame a hoché la tête et est partie avec sa plante. Et puis Ophelia a levé les yeux et m'a surpris en train de la regarder. Elle ne m'a pas souri tout de suite. Elle m'a regardé pendant une seconde, puis a regardé les plantes, puis m'a regardé à nouveau. Elle m'a demandé si je cherchais quelque chose. Je lui ai dit que je ne savais pas, que je faisais juste regarder. Elle m'a dit que je pouvais regarder tout ce que je voulais et a continué à arranger quelques pots comme si je n'étais pas là, sans gêne, sans cet effort que certaines personnes font pour maintenir une conversation en vie même si elle ne mène nulle part. Je suis resté un moment de plus à regarder les plantes. Je l'ai interrogée sur l'une d'elles, avec de longues feuilles sombres qui ont attiré mon attention. Elle m'a donné son nom. Elle m'a dit d'où elle venait. Elle m'a dit que c'était l'une des plus faciles à entretenir et l'une des plus difficiles à tuer. Je lui ai dit que celle-là était pour moi. Elle a ri. C'était un petit rire authentique, sans calcul. Le premier rire d'une femme que j'entendais depuis longtemps et qui ne me mettait pas sur mes gardes. Je lui ai acheté la plante. Elle m'a facturé $8. Je l'ai payé et je suis parti. J'y suis retourné le samedi suivant. Pas parce que j'avais prévu d'y retourner. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit. Je suis arrivé au marché, j'ai fait mon tour habituel, j'ai acheté ce dont j'avais besoin, j'ai pris mon café, et à un moment donné, sans l'avoir consciemment décidé, je me suis retrouvé à nouveau devant le stand d'Ophelia. Elle m'a vu arriver, a haussé un sourcil, m'a demandé si la plante était morte. Je lui ai dit que non, qu'elle était toujours vivante, qu'en fait elle avait l'air de bien se porter. Elle a dit, alors pourquoi es-tu revenu,
Je n'ai pas su quoi lui répondre, ou si je le savais, je n'ai pas eu le courage de le dire. Je suis resté silencieux un moment, puis j'ai montré une autre plante et je lui ai demandé comment elle s'appelait. Elle me l'a dit. Je l'ai interrogée sur une autre. Elle me l'a dit. Nous sommes restés comme ça pendant un bon moment. Moi qui demandais et elle qui répondait, jusqu'à ce qu'à un certain point, la conversation cesse de porter sur les plantes pour porter sur autre chose, sans qu'aucun de nous deux ne signale le moment exact de la bascule. J'ai découvert qu'elle avait vécu dans cette ville toute sa vie, qu'elle avait étudié la biologie mais qu'elle avait fini par travailler avec la terre parce que, dans la terre, elle trouvait quelque chose que les livres ne lui avaient pas donné. Qu'elle vivait seule depuis 3 ans. Qu'elle avait une sœur dans une autre ville et une mère qui l'appelait tous les dimanches à 10 heures du matin, sans faute. Je ne lui ai pas dit grand-chose sur moi ce jour-là. Je lui ai juste dit que je venais d'ailleurs, que je n'étais pas là depuis longtemps, que je travaillais dans la construction. Les bases, ce que l'on dit à quelqu'un quand on ne sait pas encore à quel point on veut se dévoiler. Mais j'y suis retourné le samedi suivant, et le suivant. Pendant 2 mois, nous ne nous sommes vus qu'au marché. Seulement le samedi, seulement à son stand, debout à discuter pendant qu'elle s'occupait d'autres clients. Et j'attendais, sans que l'attente me dérange. C'était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ce sentiment de vouloir être près de quelqu'un sans aucune urgence, sans peur, sans calculer ce qui pourrait mal tourner. Le jour où elle m'a invité à prendre un café, c'était un samedi de décembre. Je suis arrivé au marché et il commençait à pleuvoir. Elle recouvrait les plantes avec des bâches en plastique transparentes, bougeant rapidement avec cette humeur pratique qu'elle avait pour les choses qu'elle ne pouvait pas contrôler. Je l'ai aidée sans qu'elle le demande. J'ai attrapé un plastique et j'ai commencé à couvrir les pots à l'autre bout de la table. Nous avons tous les deux travaillé en silence pendant quelques minutes, jusqu'à ce que toutes les plantes soient protégées et que la pluie s'intensifie. Nous étions tous les deux debout sous le petit auvent du stand, sans nulle part où aller. Elle m'a demandé si je voulais un café. J'ai dit oui. Nous sommes allés dans un café à un demi-pâté de maison du marché, petit, avec des tables en bois, une odeur de cannelle et de pâtisserie au four. Nous nous sommes assis face à face, nous avons commandé 2 cafés, et nous sommes restés là pendant presque 2 heures pendant qu'il pleuvait dehors. C'est cet après-midi-là que je lui ai raconté une partie de ce qui s'était passé. Pas tout. Je n'étais pas prêt pour tout, mais je lui ai dit que je sortais d'un mariage difficile, que j'avais eu besoin de repartir de zéro, que cette ville avait été ce nouveau départ. Elle m'a écouté sans m'interrompre, sans faire ces grimaces que font les gens quand ils veulent montrer qu'ils écoutent. Elle s'est contentée d'écouter. Et quand j'ai eu fini, elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle n'a pas demandé les détails morbides que les gens demandent parfois, déguisés en inquiétude. Elle m'a dit quelque chose qui m'a surpris. Elle m'a dit que repartir de zéro à l'approche de la quarantaine demandait plus de courage que la plupart des gens n'en avaient. Et que cela disait quelque chose sur moi qui méritait d'être souligné. Je n'ai pas su quoi dire. J'ai bu mon café. Il pleuvait toujours dehors, et j'ai pensé avec une clarté inattendue que je voulais m'asseoir à nouveau à cette table avec cette femme. Pas seulement ce jour-là, plein de fois, autant de fois que possible. Les mois qui ont suivi ont été les premiers mois depuis longtemps où je me suis réveillé sans ce poids sur la poitrine. Ophelia et moi avons commencé à nous voir en dehors du marché. Des dîners simples, des promenades, des après-midi chez elle, entourés de plantes qui recouvraient le moindre recoin disponible, comme si la nature avait décidé de s'approprier les lieux. Elle m'a appris le nom de chacune d'elles. Je lui ai appris à faire le steak grillé que j'avais toujours bien préparé, et que dans la maison de Marisla, je n'avais préparé qu'une seule fois pour qu'Hector laisse l'assiette intacte. Ophelia en a mangé 2 assiettes. Elle m'a dit que c'était la meilleure chose qu'elle ait mangée depuis des années. J'ai ri d'une manière qui n'était pas sortie de moi depuis longtemps. De cette manière qui vient de l'intérieur, qui ne demande pas la permission et qui n'a rien à prouver. Je ne lui ai pas tout dit tout de suite. Je lui ai raconté petit à petit, lors de ces nuits où nous restions à parler tard, quand le café était déjà froid et qu'aucun de nous n'avait envie de bouger. Je lui ai parlé des années avec Marisla, d'Hector, du couloir, et de la conversation que j'avais entendue, de l'horloge de mon père, de la route. La nuit où je lui ai parlé de la route, elle est devenue très calme. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle m'a demandé d'une voix très sereine si j'avais signalé ce qui s'était passé. Je lui ai dit non. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit qu'à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était partir.
Que je n'avais pas l'énergie pour des batailles juridiques ou des confrontations. Que la seule chose qui comptait pour moi, c'était de partir et de ne pas revenir. Elle m'a regardé pendant quelques secondes. Elle m'a dit qu'elle comprenait. Que parfois, survivre est la seule victoire possible, et que cela devait suffire. Cette nuit-là, en rentrant à mon appartement, marchant sous un ciel plein d'étoiles, j'ai pensé à la distance qui me séparait de cette route, pas en kilomètres, en tout le reste. À la personne que j'étais maintenant par rapport à l'homme qui était resté là à regarder les phares de la voiture s'éloigner. Cet homme avait survécu et était en train de construire quelque chose qui en valait la peine. 2 ans après mon arrivée dans cette ville, Ophelia et moi vivions ensemble. Ce ne fut pas une décision dramatique. Ce fut une décision qui s'est prise d'elle-même, comme se prennent les bonnes décisions. Un soir, je suis resté dormir et je ne suis pas reparti. Et puis une autre nuit est passée, et puis j'ai commencé à avoir des affaires là-bas. Et un jour, nous nous sommes regardés et, sans dire grand-chose, nous avons convenu qu'il était plus logique de partager l'espace plutôt que de continuer à faire semblant de vivre séparément. J'ai apporté mes plantes, celles que j'avais achetées au stand d'Ophelia pendant tous ces samedis. Elle a ri quand elle les a vues arriver. Elle m'a dit qu'elle savait depuis le début que ça finirait comme ça. Je lui ai demandé ce qu'elle savait. Elle m'a dit qu'elle savait que j'allais rester. Nous avons construit une vie tranquille. Pas parfaite. Une vie tranquille n'est jamais parfaite, car la perfection a besoin de tension et la tension nous épuise. C'était une vie où les problèmes étaient des problèmes réels et gérables. Pas des guerres invisibles, pas des humiliations déguisées en blagues, pas des silences remplis de poison. C'était une vie où je rentrais du travail et où il y avait quelqu'un qui me demandait comment s'était passée ma journée, et qui voulait vraiment en connaître la réponse. C'était une vie où j'étais moi. Pas d'utile, pas de sensible, pas amer. Moi, Esteban. J'ai réussi à être moi. Et c'est ainsi que les années ont passé. 5, puis 8, puis 10. 10 ans depuis cette route. 10 ans depuis que les phares de la voiture s'étaient éloignés. 10 ans de silence de la part de Marisla et d'Hector. 10 ans pendant lesquels j'avais construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imaginer, parce qu'ils n'avaient jamais cru que j'en étais capable, jusqu'à ce matin. Jusqu'aux 43 appels en absence. Jusqu'à ce que le passé décide qu'il avait assez attendu. Restez, car ce qui s'est passé quand j'ai finalement répondu à cet appel est ce qu'aucun de vous n'attend. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté assis dans cette cuisine pendant près de 20 minutes, avec le téléphone à la main, l'écran allumé montrant ce numéro, avec le café qu'Ophelia m'avait laissé prêt avant de partir travailler, qui refroidissait devant moi sans que j'y touche. 20 minutes à me demander si je voulais ouvrir cette porte, si après 10 ans, après tout ce que ça avait coûté pour la fermer, cela avait un sens de l'ouvrir à nouveau, ne serait-ce que d'1 centimètre. J'ai pensé à Ophelia, à ce qu'elle dirait quand elle rentrerait le soir et que je le lui raconterais. J'ai pensé à Carmen, qui pendant des années m'avait dit qu'un jour, quelque chose du passé referait surface, et que l'important était d'être prêt. J'ai pensé à l'homme que j'étais maintenant par rapport à celui qui avait été laissé debout sur cette route. Et j'ai décidé de répondre. Pas pour Marisla, pas par curiosité. J'ai décidé pour moi. Parce que l'homme que j'étais maintenant n'avait pas peur de ce numéro. Parce qu'il y avait une différence énorme entre l'Esteban qui avait été laissé paralysé à regarder les phares de la voiture s'éloigner, et l'Esteban qui était assis dans sa cuisine, dans sa maison, avec sa vie construite de ses propres mains. Et je voulais ressentir cette différence. Je voulais l'entendre dans ma propre voix. J'ai répondu à la 4e tentative. Il y a eu un silence à l'autre bout. Puis la voix de Marisla, plus vieille, plus fatiguée, avec quelque chose en arrière-plan que je n'ai pas immédiatement identifié, mais qu'au fil de la conversation, j'ai fini par reconnaître. C'était de la peur. La voix de Marisla avait peur. Elle a prononcé mon nom, Esteban. Comme si elle avait besoin de la confirmation que c'était moi. Comme si, après 43 appels, elle ne croyait toujours pas que j'allais répondre. Je lui ai dit oui, c'est moi. Un autre silence. Puis elle m'a dit qu'elle avait besoin de me parler. Que c'était important, que quelque chose s'était passé. Je lui ai dit de parler. Ce qu'elle m'a raconté dans les minutes qui ont suivi était quelque chose auquel je pensais être préparé. Et pour lequel, il s'est avéré que je ne l'étais pas complètement. Pas parce que ça m'a blessé de la même manière que ça m'avait blessé auparavant, mais parce qu'il y avait quelque chose dans le fait de l'entendre à voix haute,
de sa bouche, qui rendait la chose réelle d'une manière que je n'avais pas anticipée. Elle m'a dit qu'Hector avait de graves problèmes. Elle m'a dit qu'il avait été impliqué dans des affaires louches. Elle ne m'a pas donné de détails à ce moment-là. Les détails sont venus plus tard, mais suffisamment pour comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Des dettes, des gens à sa recherche, une situation qui était devenue incontrôlable des mois auparavant, et qu'Hector avait cachée jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la cacher. J'ai tout écouté sans l'interrompre. Quand elle a eu fini, je lui ai demandé pourquoi elle m'appelait. Il y a eu une pause. Elle m'a dit qu'elle n'avait personne d'autre. Ces mots, je n'ai personne d'autre. Je les ai entendus et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Pas de la satisfaction. Pas de la joie. Quelque chose de plus complexe que cela, quelque chose fait de nombreuses couches qu'il m'a fallu un moment pour séparer. Je lui ai demandé où était le père d'Hector, l'ex dont elle avait tant parlé pendant des années, celui qui gagnait plus d'argent, celui qui avait une meilleure voiture, celui qui ne rentrait jamais fatigué à la maison. Silence. Elle m'a répondu que cet homme n'était plus dans les parages depuis des années. Que lorsqu'Hector avait commencé à avoir des problèmes, il avait appelé son père, et que son père n'avait pas répondu. Qu'il l'avait cherché et avait découvert qu'il avait une autre famille dans un autre état, et qu'il n'avait aucun intérêt à savoir quoi que ce soit sur Hector. J'ai écouté ça et je n'ai rien dit. Puis elle m'a demandé si je pouvais les aider. C'est là que le temps s'est arrêté. Elle m'a demandé si je pouvais aider avec de l'argent. Elle m'a dit qu'Hector devait payer une partie de ce qu'il devait pour que la situation n'empire pas. Elle m'a donné un chiffre, 4000 $. Elle l'a dit avec une voix qui essayait de paraître calme mais qui tremblait sur les bords. Je suis resté silencieux pendant plusieurs secondes. J'ai pensé à l'horloge de mon père en morceaux sur le sol. J'ai pensé aux outils jetés sous la pluie. J'ai pensé à la voix de Marisla disant à Hector que j'étais utile. J'ai pensé à cette route, au froid, à l'obscurité, au bruit de la voiture qui démarre. J'ai pensé à Ruben, qui m'avait ouvert sa porte sans me connaître et m'avait donné du café et du pain sans rien demander en retour. J'ai pensé à Carmen me disant, tu n'as pas à y retourner. J'ai pensé à Ophelia et à ses plantes, à la façon dont elle avait mangé 2 assiettes de mon steak grillé, et comment elle m'avait dit que repartir de zéro demandait du courage. Tout cela a traversé mon esprit pendant ces secondes de silence. Et puis je lui ai dit non. Pas avec colère, pas en haussant le ton, pas avec le drame qu'elle aurait pu attendre, le drame de l'homme blessé qui saisit l'opportunité de déverser tout ce qu'il a accumulé. Je lui ai dit non avec le même calme que j'aurais utilisé pour dire que je ne voulais pas de sucre dans mon café. Marisla a mis un moment à réagir. Puis elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas, que nous étions une famille, que nous avions été mariés, qu'après tout ce que nous avions partagé, je ne pouvais pas lui tourner le dos quand elle avait le plus besoin de moi. J'ai entendu ça, et quelque chose en moi a bougé. Pas de la manière qu'elle attendait. Ça a bougé de la manière dont quelque chose bouge quand on entend enfin, dans la voix de quelqu'un d'autre, la distorsion exacte que l'on essaie de nommer depuis des années. Famille, partagée, elle avait besoin de moi. Je lui ai dit lentement que je voulais lui poser une question. Elle a dit oui. Je lui ai demandé si elle se souvenait d'une route déserte, une nuit, il y a 10 ans. Si elle se souvenait d'être sortie d'une voiture avec son fils et de m'avoir laissé là, seul, à 800 km de la maison, pendant qu'ils riaient tous les deux. Silence. Je lui ai demandé si elle se souvenait de m'avoir envoyé un message cette nuit-là, me demandant quand j'arriverais, avec un « ah » à la fin. Un silence plus long. Je lui ai demandé si elle se souvenait d'avoir dit à Hector, dans un couloir qui sentait l'eau de Javel, que j'étais utile, que tant que je continuais à payer les factures, cela valait la peine de m'avoir là. J'ai entendu sa respiration changer. Elle m'a dit que c'était il y a longtemps, que les gens changeaient, qu'elle avait changé, qu'elle regrettait beaucoup de choses, que si je savais tout ce qui s'était passé ces dernières années, je comprendrais qu'elle avait payé d'autres manières pour ses erreurs. Je lui ai dit que j'étais content qu'elle ait changé. Je l'ai dit sérieusement, sans sarcasme. Parce que si c'était vrai qu'elle avait changé, tant mieux pour elle. Mais je lui ai aussi dit que son changement n'était pas ma responsabilité, que ses regrets, s'ils étaient sincères, lui appartenaient, et qu'elle n'avait pas besoin de moi pour qu'ils aient de la valeur. Elle a dit, donc, tu ne vas pas m'aider. J'ai dit, non. Elle a dit, comment peux-tu être si froid? Et là, à ce moment-là, quelque chose s'est installé en moi avec une solidité que je n'avais pas ressentie de toute la conversation.
Je lui ai dit que ce n'était pas de la froideur. Que la froideur, c'est l'absence de quelque chose. Que ce que j'avais, c'était de la clarté. Qu'il y avait une énorme différence entre les deux, et que j'espérais qu'un jour elle pourrait aussi faire l'expérience de cette différence. Il y a eu un très long silence. Puis elle m'a dit qu'Hector voulait me parler. J'ai dit non. Elle a dit « s'il te plaît ». J'ai dit non. Elle a dit qu'il avait changé lui aussi, que c'était un homme différent, qu'il avait pris conscience de beaucoup de choses, qu'il voulait s'excuser auprès de moi. J'ai fait une pause. Ça a été la partie la plus difficile de toute la conversation. Pas à cause d'Hector, mais parce qu'une partie de moi, cette partie qui ne disparaît jamais complètement, cette partie qui garde encore quelque part le désir que les choses aient été différentes. Cette partie voulait le croire, voulait dire oui, voulait penser que peut-être il y avait quelque chose qui pouvait encore être résolu. Un compte en suspens qui pourrait être réglé par une conversation. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose qu'Ophélia m'avait dit un soir, il y a longtemps, quand je lui racontais tout ça pour la première fois. Elle m'avait dit que le pardon est une décision que l'on prend pour soi-même, pas pour l'autre personne. Que pardonner ne veut pas dire retourner en arrière. Que pardonner ne veut pas dire accepter. Que pardonner peut simplement signifier lâcher prise et continuer à avancer. Et c'était exactement ce que je faisais depuis 10 ans sans le savoir. J'avais lâché prise. J'avais continué à marcher. Et je n'avais besoin d'aucune conversation avec Hector pour confirmer ce que j'avais déjà fait. J'ai dit à Marisla que je n'avais rien à dire à son fils. Que je lui souhaitais de trouver un moyen de résoudre ses problèmes. Que je le souhaitais vraiment, sans ironie, parce que personne ne mérite de vivre dans le chaos, même s'il l'a construit par ses propres décisions. Mais que je ne faisais pas partie de cette solution. Elle m'a dit que j'étais égoïste. J'ai répondu que peut-être, qu'après des années à être tout l'inverse, peut-être qu'un peu d'égoïsme était exactement ce dont j'avais besoin. Elle m'a dit que je le regretterais. Je lui ai répondu que je n'avais pas regretté d'être parti depuis 10 ans, et que je n'avais aucune raison de penser que cela allait changer. Et avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, je lui ai dit de ne plus m'appeler. Pas avec colère, pas avec haine. Avec le même calme avec lequel j'avais répondu, avec la même fermeté avec laquelle j'avais construit chacune des 10 dernières années de ma vie. J'ai raccroché. Je suis resté assis dans la cuisine pendant un long moment, avec le téléphone sur la table et mes mains posées sur la surface en bois qu'Ophélia et moi avions acheté ensemble dans une quincaillerie par un samedi pluvieux. J'ai regardé par la fenêtre. L'arbre que l'on voyait de là agitait ses branches sous le vent du matin. J'ai pensé à tout. À Ruben, à son café, à son pain et à sa porte ouverte dans l'obscurité. À Carmen et à ses quelques mots dans la voiture sur le chemin du retour. À Ophélia, à ses plantes, à son rire franc et à ses 2 assiettes de steak grillé. À l'homme que j'avais été et à l'homme que j'étais. Et j'ai ressenti quelque chose qu'il m'a fallu un instant pour nommer. De la gratitude. Pas envers Marisla. Pas envers Hector. Envers cette route. Envers cette nuit sombre et froide qui m'avait tout pris pour m'obliger à construire quelque chose de meilleur. Restez, car la fin de cette histoire ne réside pas dans cet appel. Elle réside dans ce qui s'est passé l'après-midi même, quand Ophélia est rentrée à la maison, que je lui ai tout raconté, et qu'elle m'a dit quelque chose que j'ai besoin que vous entendiez. Ophélia est arrivée à 18h. J'ai entendu la clé dans la serrure, le bruit familier de la porte qui s'ouvre et ses pas dans le couloir. Et tout cela réuni, cette séquence de sons que j'avais appris à attendre depuis 10 ans, m'a dit quelque chose qu'aucun mot n'aurait pu mieux dire. Cela m'a dit que j'étais chez moi. Pas dans une maison, dans mon foyer. Dans le foyer que nous avions construit ensemble, avec du temps et du soin, et avec ce genre d'amour qui n'a pas besoin d'être prouvé par des cris, car il se soutient lui-même dans le silence. Elle est entrée dans la cuisine, m'a vu sur la chaise, a vu mon visage. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a posé son sac sur la chaise d'en face, est allée vers la gazinière, a mis de l'eau à chauffer, a sorti 2 tasses, et quand l'eau a été prête et que nous avions tous les deux quelque chose de chaud entre les mains, elle s'est assise en face de moi et m'a regardé avec ses yeux qui, en 10 ans, avait appris à me lire mieux que je ne me lisais moi-même. Je lui ai tout raconté, des 43 appels jusqu'au moment où j'ai raccroché. Je lui ai parlé de la voix de Marisla, de ce qu'elle m'avait demandé et de ce que j'avais répondu. Je lui ai parlé du silence qui a suivi quand j'ai mentionné la route. Je lui ai dit qu'Hector voulait soi-disant s'excuser et que j'avais dit non.
Je lui ai dit qu'elle m'avait traité d'égoïste, que je lui avais répondu que c'était peut-être le cas, et que j'étais en paix avec ça. Ophelia a tout écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un instant, fixant sa tasse avec cette façon de réfléchir qu'elle avait, calme et profonde, que j'avais toujours trouvée comme étant l'une des plus belles choses chez elle, le fait qu'elle ne répondait pas immédiatement juste pour combler le vide. Qu'elle donnait du poids aux choses avant de parler. Puis elle a levé les yeux et m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Pas parce que j'avais dit non. Pas parce que j'avais été ferme ou intelligent, ou l'une des choses que l'on pourrait s'attendre à entendre à ce moment-là. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi parce que j'avais répondu. Parce que l'homme qu'elle avait connu il y a 10 ans, l'homme qui était arrivé dans cette ville en portant tout ce poids, cet homme n'aurait pas pu répondre à cet appel avec le calme avec lequel j'y avais répondu. Cet homme aurait laissé le téléphone sonner 43 fois et aurait ensuite passé des semaines à se demander ce qui se serait passé s'il avait répondu. Mais j'avais répondu. Et j'avais parlé. Et j'avais dit ce que j'avais à dire. Et j'avais raccroché. Et j'étais assis dans ma cuisine, dans mon foyer, avec ma vie intacte. Je l'ai regardé un instant et j'ai ressenti quelque chose de difficile à décrire sans que cela paraisse exagéré. Mais c'était complètement réel. J'ai ressenti que ce moment-là, cet après-midi-là, cette cuisine avec la lumière orangée de 18 heures entrant par la fenêtre, et l'arbre dehors agitant ses branches, et Ophelia en face de moi avec sa tasse entre les mains. Ce moment exact était la réponse à tout ce qui s'était passé auparavant. Pas une vengeance. Pas une justice. Mais ceci, être arrivé ici, avoir construit ceci. C'était ce que Marisla et Hector avaient parié que je n'arriverais pas à faire. Ils ne savaient pas que le pari était bien plus grand que de rentrer à pied d'une route déserte. Le pari, c'était cette vie. Et je l'avais gagnée. J'ai pris la main d'Ophelia sur la table. Elle m'a laissé la prendre, et de son autre main, elle a continué à tenir sa tasse. Nous n'avons rien dit d'autre pendant un moment. Il n'était pas nécessaire de dire autre chose. Ce soir-là, nous avons cuisiné ensemble. Quelque chose de simple. Du riz, des haricots et un steak que j'ai préparé lentement, avec soin, avec la même attention que j'accorde aux choses qui comptent. Nous avons mis de la musique dans la cuisine. Nous avons mangé sans nous presser. Après le dîner, nous sommes sortis nous asseoir sur la terrasse que nous avions construite petit à petit au fil des ans, avec les pots d'Ophelia partout, une lumière chaude et le bruit de la rue qui nous parvenait de loin comme un murmure tranquille. Elle m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai répondu que je me sentais bien, étrangement bien, que je ne m'attendais pas à me sentir si calme après cet appel. Elle m'a dit que ce n'était pas étrange. Que j'avais passé 10 ans à construire la paix que je ressentais à ce moment-là. Que l'appel de Marisla ne m'avait rien enlevé, car elle n'avait plus rien à m'enlever. Que la peur n'existe que là où il y a quelque chose de non résolu, et que j'avais résolu les choses non pas par une confrontation, mais par toute une vie vécue différemment. J'y ai réfléchi. Elle avait raison. Elle avait toujours raison sur les choses qui importaient. J'ai pensé à Marisla et Hector, pas avec haine, avec quelque chose de plus proche de la pitié, bien que ce ne soit pas exactement ça non plus. J'ai pensé au fait que 10 ans s'étaient écoulés et que les problèmes d'Hector étaient le résultat de décisions qu'il avait lui-même prises. Que Marisla s'était construit une vie où le seul filet de sécurité disponible en temps de crise était l'homme qu'elle avait abandonné sur une route pour plaisanter. Cela disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont ils avaient vécu ces 10 années. Je ne me réjouissais pas de leur situation, mais ce n'était pas à moi de la résoudre. Il y a une énorme différence entre être cruel et être clair, entre abandonner quelqu'un et simplement ne pas être responsable des conséquences de ses propres actes. Il m'avait fallu des années pour comprendre cette différence. Ça m'avait coûté une thérapie, même si je ne l'ai pas mentionné avant. Ça m'avait coûté de longues nuits à parler avec Ophelia. Ça m'avait coûté des conversations avec Carmen qui duraient parfois des heures. Ça m'avait coûté un travail honnête sur moi-même. Ce travail silencieux et invisible que personne ne voit, mais qui est le plus important de tous. Mais je l'avais compris. Et cette nuit-là, assis sur cette terrasse, je l'ai ressenti dans mon corps d'une manière qui n'était pas du tout abstraite. À un moment donné, tard dans la nuit, alors que le froid commençait à s'insinuer doucement depuis la rue, Ophelia a posé sa tête sur mon épaule. J'ai posé ma tête sur la sienne, et nous sommes restés comme ça en silence, à regarder les plantes dont elle s'était occupée pendant des années, et qui avaient poussé pour couvrir presque toute la rambarde de la terrasse d'un vert si intense que, la nuit, il paraissait noir.
J'ai pensé à Ruben. J'avais souvent pensé à lui au fil des ans. À cet homme qui avait ouvert sa porte dans l'obscurité sans me connaître. Qui m'avait donné du café et du pain sans demander d'explication. Qui m'avait demandé si la personne qui m'avait laissé là était quelqu'un en qui j'avais confiance. Et quand je lui avais dit que je le croyais, il avait hoché la tête lentement et n'avait rien ajouté. Ce silence de Ruben avait été plus généreux que tout ce que Marisla m'avait dit en 8 ans. Je ne l'ai jamais revu. Je ne connaissais pas son nom de famille. Je ne savais pas s'il était toujours dans cette maison, ou s'il était parti ailleurs, ou s'il parlait toujours à son fils au téléphone le dimanche. Mais je pensais à lui avec une gratitude sincère. Avec le genre de gratitude que l'on ressent pour les personnes qui apparaissent au moment exact où on en a le plus besoin, qui ne demandent rien en retour, et qui ne connaîtront peut-être jamais le poids de ce qu'elles ont accompli par un simple geste. Parfois, les personnes qui nous sauvent ne savent pas qu'elles nous ont sauvés. J'ai aussi pensé à Carmen. Qu'il fallait que je l'appelle le lendemain pour lui raconter ce qui s'était passé. J'imaginais sa voix, sa réaction, ce mélange de soulagement et de fierté de grande sœur qu'elle ne disait jamais directement mais qui se ressentait toujours. J'imaginais lui dire que j'avais répondu à l'appel, que j'avais dit ce que j'avais à dire, que j'avais raccroché, que j'allais bien. Que j'allais vraiment bien. Je veux dire quelque chose à ceux qui écoutent ceci. Je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous fait vous sentir comme un instrument, qui vous fait sentir que votre valeur dépend de ce que vous apportez et non de qui vous êtes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui rit de votre douleur, qui transforme votre patience en faiblesse, qui utilise votre amour comme une porte à tambour, entrant et sortant selon ses besoins. S'il y a quelqu'un comme ça, je veux que vous écoutiez ce que j'ai appris dans ce couloir qui sentait l'eau de Javel, sur cette route sans nom, dans cette nouvelle ville où personne ne me connaissait. Le véritable amour ne vous abandonne pas sur une route. Il ne vous qualifie pas d'élu utile dans votre dos. Il ne parie pas sur votre capacité à rentrer chez vous. Le véritable amour ouvre une porte dans l'obscurité et vous donne du café sans demander qui vous êtes. Il met de l'eau à chauffer quand il voit votre visage et sait que quelque chose s'est passé. Il mange 2 assiettes de votre nourriture et vous dit que c'est la meilleure chose qu'il ait goûtée depuis des années. Il vous dit que vous n'avez pas à y retourner, au moment où vous avez le plus besoin de l'entendre. C'est ce que vous méritez. C'est ce que nous méritons tous. Pas la perfection, pas une vie sans problème, mais des personnes qui sont vraiment de votre côté. Sans arrière-pensée, sans calcul, sans prix caché que l'on découvre trop tard. Il m'a fallu trop de temps pour le comprendre. Il m'a fallu une route déserte, 800 km à pied et 10 ans de reconstruction à partir de zéro pour le comprendre pleinement, mais je l'ai compris. Et ce matin, quand j'ai raccroché ce téléphone et que je me suis assis dans ma cuisine, les mains sur la table en bois, avec l'arbre dehors agitant ses branches dans le vent, je n'ai pas ressenti de victoire. Je n'ai pas ressenti de vengeance. Je n'ai ressenti aucune des choses dramatiques que l'on pourrait s'attendre à ressentir dans un tel moment. J'ai ressenti de la paix. Une paix que personne ne m'a donnée. Une paix que personne ne pouvait m'enlever, car je l'avais construite moi-même, pierre par pierre, jour après jour, en silence pendant 10 ans. Et cette paix, cette tranquillité que j'ai ressentie ce matin dans cette cuisine, vaut infiniment plus que les $4000 que Marisla m'a demandé. Elle vaut plus que 8 années d'un mariage qui n'a jamais été réel. Elle vaut plus que tous les paris du monde sur ma capacité à rentrer à la maison. Je suis rentré à la maison, c'est juste une maison différente. Une maison que j'ai construite moi-même. Une maison où personne ne m'appelle utile. Une maison où l'on m'appelle par mon nom. Et ça, après tout, c'est plus que suffisant.